Chapitre 21. L'Invincible. La tente rituelle, que Paava avait décorée lui-même, se trouvait à quelques centaines de mètres de là, dans un enchevêtrement de goyaviers et à l'ombre des hautes silhouettes d'un bois sacré, de Mapé, particulièrement propice au mystère. 3 quarts attendaient sur la route. Le Marilou faisait escale à Papette, venant d'Honolulu. Le baron était assis sur l'autel, le Uka-Uka rituel des Nouvelles Hébrides. Une guirlande autour du cou, entourée de tous les fruits et de toutes les fleurs de l'île, dont les noms étaient indiqués sur le prospectus que le guide remettait aux touristes à l'entrée. Il portait toujours son costume prince de Galles, son gilet canari et son chapeau melon gris, ce derby qui paraissait venir tout droit du terrain de course d'Ascot. L'idée traversa l'esprit de Con que le Picaro était un Anglais et qu'il éprouvait une jouissance sans limite à l'idée qu'après la perte de l'Empire, des populations de couleur l'entouraient de leur amour et de leur piété. Ce qui devait procurer à celui qui avait peut-être été un haut fonctionnaire du Colonial Office une grande satisfaction et le sentiment d'une revanche en quelque sorte posthume. « C'est le plus beau salaud que j'ai jamais vu dans ma vie, » dit Paava, avec une nuance de respect presque religieux dans la voix. « Il mériterait d'être assis beaucoup plus haut. Au-dessus des nuages. C'est tout à fait ça. Il y a 4 mois que je l'observe. Mais non, rien. Pas la moindre réaction. Une impassibilité totale. On a vraiment l'impression qu'il a l'habitude d'être vénéré et qu'il écoute des hymnes à sa gloire depuis des siècles. » Il y avait plus de 200 touristes, pour la plupart scandinaves et allemands, qui attendaient à l'entrée de la tente rituelle leur tour de photographier le grand tiki blanc. Bizien avait donné l'ordre de ne pas laisser entrer plus de 20 touristes à la fois, afin de ne pas troubler le recueillement des suppliants et de ne pas créer autour de la cérémonie religieuse une atmosphère de foire. Puccioni, le guide, faisait à voix basse tout un discours aux visiteurs groupés autour de lui pour les avertir que « ce qui peut vous paraître une manifestation primitive de pratiques superstitieuses constitue pour ces gens un acte de foi authentique dans leurs origines et dans les dieux qui présidaient jadis au destin des Maoris. Vous êtes priés de ne pas parler à l'intérieur de la tente, de ne pas fumer, et je vous rappelle qu'une tenue décente est exigée par le chef du village dont nous dépendons ici. Les personnes en bikini trouveront des paréos à leur disposition à l'entrée. » Con trouvait que ces recommandations étaient superflues. Les touristes venus de l'autre bout du monde pour visiter le pays dont la civilisation et les mœurs les faisaient rêver depuis leur enfance étaient tous profondément impressionnés par ce rite dont tant d'écrivains avaient chanté l'origine immémoriale. D'ailleurs, il était toujours réconfortant pour des Occidentaux de pouvoir constater de leurs propres yeux que quelqu'un croyait encore en quelque chose. Ce qui manquait, sous la tente, c'était une bibliothèque d'ouvrages humanistes, à commencer par ceux du siècle des Lumières. Une douzaine de suppliantes, choisies parmi les plus jolies vainées du village, se tenaient assises, en rond, les mains jointes, dans une attitude qui n'avait rien de tahitien, mais qui était celle des danseuses sur les murs sculptés d'Angkor Wat. Paava estimait qu'il n'y avait aucune raison de ne pas suggérer ainsi l'existence de quelques liens perdus entre l'art des Maoris et l'art khmer. Thor et Yordal avaient bien démontré que les Maoris étaient venus du Pérou. Éric de Bishop s'était écrasé sur un récif avec son radeau en essayant de démontrer le contraire. Il y avait peut-être parmi les touristes de jeunes étudiants ethnologues qui allaient être frappés par la similitude entre le geste des suppliantes et celui des danseuses sacrées d'Angkor Wat. Et, qui sait, il pouvait en sortir un jour une théorie nouvelle sur les origines des dieux maoris. Bizien avait essayé d'obtenir l'autorisation pour les Vainés de garder les seins nus, mais s'était heurté à un refus de l'administration, sauf pour les danses rituelles qui avaient lieu au dehors, par clair de lune. L'administration estimait que la vue de seins nus dans un temple pouvait choquer certains visiteurs. Au début, il avait fallu rétribuer le chef du village et les Vainés. Le tournage, pendant près de 2 ans, des révoltés du Bounty à Tahiti, avait rendu tous ces gens terriblement exigeants, expliqua Paava. Mais depuis, les touristes étaient devenus une telle source de prospérité pour les villageois que le tiki était vraiment adoré dans la région, comme un dieu bienfaisant. Les joues du baron étaient toujours légèrement gonflées, et Con eut à nouveau le sentiment que le Picaro faisait des efforts
pour retenir un éclat de rire énorme. « Il y a une chose que je ne comprends pas, dit Paava. Pourquoi fait-il ça? Les gens ont besoin de croire en quelque chose, et il leur donne un coup de main, dit Con. Ça s'est toujours fait. Fit Paava. Je me méfie. Vous vous rendez compte que ce salopard refuse de se torcher le cul et que je suis obligé de payer mes élèves pour qu'ils le fassent? C'est peut-être un colonialiste anglais, foutu à la porte de l'Inde, et qui se venge ainsi sur les peuples de couleur. Non. Vous savez, il y a des moments où je commence à croire que c'est un vrai. Un vrai quoi? Là est la question. Pour rester comme il le fait pendant des heures, totalement impassible, au-dessus de la mêlée, absent et indifférent à tout, il faut une vraie vocation, une haine authentique. Après tout, il est venu de quelque part. Il n'est pas tombé du ciel, avec son nœud papillon. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. J'avais pris son veston pour le faire nettoyer, et voici ce que j'ai découvert, cousu dans sa doublure. Il tendit à Con une douzaine de photographies. Toutes représentaient le baron. Il y avait là le baron, photographié aux côtés d'Hitler. Le baron, dans le maquis, à la tête d'un groupe de partisans armés entourant 3 soldats allemands prisonniers. Le baron, en train de recevoir un parchemin des mains du roi Gustave de Suède, dans quelques cérémonies qui ressemblaient à la remise du prix Nobel. Le baron, à côté de Castro, dans la forêt de la Sierra Maestra. Le baron, avec le pape. Le baron debout sur un tas de cadavres vietnamiens. Le baron sur le perron de l'Élysée avec le général de Gaulle. Le baron, regardant, les mains jointes sur sa canne, l'exécution d'un révolutionnaire d'on ne savait quel pays, par on ne savait quelle police. Et même, le baron au milieu d'un groupe de gardes rouges, en train de piétiner en crachant sur lui un vieux chinois, porteur d'une pancarte qui proclamait « Je suis un chien ». Ce sont des montages, dit Con. Oui, mais pourquoi? Vous voulez mon avis? Cet enfant de pute est un humaniste, qui mime la supériorité de l'homme à tout ce qui lui arrive. L'homme, vous savez, l'éternel aristocrate, d'une dignité que rien ne peut souiller. Une espèce de Gaulle métaphysique. Regardez-le, impeccable, prince de Galles, gants, canne, chapeau melon, au milieu des pires chienneries. Cette ordure proclame la dignité de l'homme, celle qu'aucune entreprise humaine ne peut atteindre ni salir. Il refuse de capituler. Con observa le baron, attentivement. Il lui parut que le baron l'observait aussi. Il crut même discerner un clin d'œil, à peine perceptible. Les joues se gonflèrent un peu plus, le visage devint cramoisi. Le torse fut secoué d'un tremblement convulsif sous les fleurs. Et Con crut que ce charlatan allait éclater d'un rire énorme, dans une explosion de joie sans doute inégalée depuis que le picaro Alonso Cienfuentes avait réussi à se faire prendre pendant plus de 4 ans pour l'évêque des Indes occidentales, à Amalbeza, avant de disparaître avec le trésor de l'ordre de Saint-Jean des Pauvres, lequel se montait à plusieurs millions de pièces d'or. Il y avait ainsi, dans le monde, et depuis toujours, des résistants, à l'âme bien trempée, qui savaient défendre contre la puissance leur joie de vivre et leur volonté de survivre, envers et contre tous. J'ai également trouvé ceci, dit Paava sur un ton plus confidentiel encore. C'étaient des lettres de recommandation, signées de plusieurs cardinaux et adressées au Vatican. Les signatures étaient parfaitement imitées, mais le nom du bénéficiaire était laissé en blanc, seule trace de fraude. Il y avait aussi une autre lettre, celle-là manifestement authentique. « Cher Nini, je te confie mon Jules qui sort de tôle et qui connaît personne à Pigalle. C'est quelqu'un de bien. Prends-en soin pour moi. Le bon Dieu te le rendra. Ta biquette. » C'était adressé à Nini chez Madame Clapotte, Barbleu, rue Blanche. Con regardait le baron avec une nuance de respect. Une chose était certaine, c'était un vrai professionnel. Con avait horreur des amateurs. Avec son chapeau melon gris légèrement de travers, ses gants de pécari, sa canne à pommeau d'ivoire, installé sur le houka-houka des dieux maoris, inhalant la douce senteur des tiarés, il opposait à l'affaire homme une indifférence implacable et trônait au-dessus de la mêlée, véritablement divin dans son abstention. Un très grand maquereau, dit Paava. Enfin, pourvu que ça dure, il faut absolument sauver quelque chose
de la mythologie et des traditions de la Polynésie. Il y avait cependant des moments fugitifs où Con se demandait si cette imposture fraternelle et incantatoire du baron n'avait d'autre but que de forcer l'authenticité à se manifester, cette authenticité extérieure à l'homme, mais hors de laquelle il ne saurait y avoir d'authenticité de l'homme. Lorsqu'il revint dans le bâtiment de l'école des beaux-arts, Maeva avait disparu. Il la chercha dans la palmeraie au bord du lagon et finit par trouver le couple en train de courir en riant, la main dans la main, sous les pendanus, parmi les coquillages, à l'endroit où venait finir dans un mince filet blanc une des plus belles cascades de l'île, celle qu'on appelait mer des fleurs. Parce que tout sur son parcours, d'Orafena à la côte, la végétation était plus riche et plus variée que dans l'île tout entière. Con n'aimait pas interrompre les joies et les rires, et il attendit patiemment, assis dans le sable, que Maeva eût fini de vivre son grand amour. Tout à l'heure, sous les cocotiers, il y aurait des adieux déchirants, des serments éternels échangés avec cette sincérité absolue du moment, qui ne connaît d'autre ennemi que l'oubli à peu près instantané. Cette pensée emplissait le cœur de Con d'une certaine tristesse. Il aimait les belles histoires d'amour. Et il fumait son cigare d'un air morose, en songeant que la boîte de Monte Cristo qu'il avait reçue des Bradford était presque terminée, et que demain, il allait se trouver complètement démuni. Mais Eva le trouva ainsi, accroché désespérément au petit bout de Havane parfumé qui lui restait. « Qu'est-ce qu'il y a, Con ? T'en fais une tête ?»« Je suis en train de finir mon dernier cigare. » Il jeta le mégot éteint dans le sable. « Comment c'était ? Il est mignon, ce petit Taea. Je vais peut-être le revoir, si je reviens par ici. Seulement tu sais comment ils sont, ces tannés. Ils font ça comme des lapins, ils sont pas polis. Eh oui, qu'est-ce que tu veux ? En France, on dit que le génie est une longue patience. Il y avait un grand tamara ce soir-là, pour les touristes, suivi de danses et de chants. Les Con préféraient ne pas s'attarder au village, pour ne pas tomber sur des Scandinaves ou des Allemandes dansant le tamouret au clair de lune, ce qui est peut-être un des spectacles les plus pénibles et les plus obscènes que l'œil humain puisse contempler en temps de paix. Mais il avait de la peine à quitter la plage, à cette heure où le sable gardait encore la chaleur du jour alors que la brise du soir venait du large apporter une fraîcheur, où étaient presque perceptibles les senteurs dont elle s'était chargée aux marquises, cependant que le ciel de cuivre avait des reflets de rouge et d'orange, au-dessus des tours de corail qui se dressaient à l'entrée de la passe des Véas. Con allait se lever pour partir, lorsqu'il vit le baron apparaître sur la plage, du côté de la palmeraie. Il marchait la tête haute, la canne sous le bras, le derby sur la tête, droit vers l'océan. Et Con se demanda un instant si cet aristocrate jusqu'au bout des ongles n'était pas en train de retourner de ce pas dans l'élément originel d'où notre espèce était jadis sortie, afin de bien marquer qu'après un bref séjour sur Terre et dans la peau humaine, il rejetait les conditions qui lui avaient été faites et préférait revenir sur ses pas. Mais il n'en était rien. Le baron était simplement sorti sur la plage pour se dégourdir les jambes et pour admirer le coucher du soleil. Il se tenait debout, face à l'infini, observant d'un œil critique, un sourcil légèrement levé, les couleurs qui lui étaient proposées. Il y avait quelque chose de tout à fait incongru à le voir là, dans cette tenue impeccable de gentleman d'Ascot, gants, gilet et guêtres. Il paraissait s'être trompé de latitude, de méridien, de siècle, de planète et même d'espèce, avec son insoutenable distinction. Le ciel tournait au mauve, et les verts du lagon disparaissaient rapidement dans un bleu d'outre-mer profond, alors que l'océan, au large, recueillait déjà les reflets argentés d'une lune interrompue par un nuage égaré. Le baron admirait. Lorsque 20 pirogues apparurent soudain au-dessus de la masse touffue des cocotiers convulsés, que seules quelques rares lances de lumière traversaient, et se mirent à glisser pour le plaisir de l'œil dans cet élément crépusculaire touché de fabuleux, où se trament de mystérieuses connivences de l'océan et du ciel, le baron parut très content. Et lorsque les houtets des pêcheurs de nuit, si différents de celui des pêcheurs de l'aube, monta dans le lointain, au-dessus des donzons gris des madrépores et du lagon déjà obscurci, mais où traînaient encore quelques épaves de soleil englouties, cependant que dans leur tassement monstrueux, les nuages au ventre noir et au dos violet ressemblaient à des bêtes venues après la curée, boire aux eaux ensanglantées. Le baron parut plus satisfait encore. Il fit alors quelque chose de si inattendu.
que Con ne put que s'incliner avec respect devant une telle superbe et une aussi arrogante affirmation de supériorité. Il applaudit le couchant, avec condescendance, du bout des doigts, en tenant ses gants dans une main. Il sortit ensuite quelques menues monnaies de son gousset, et, après l'avoir compté attentivement, moins peut-être par parcimonie que pour bien préciser la place modeste que cette représentation à laquelle il venait d'assister occupait dans son échelle de valeur, il jeta d'un geste dédaigneux ce pourboire à l'infini de l'océan et au ciel. Comme pour remercier ces deux saltimbanques de leur petit effort estimable, sans doute, mais qui ne semblait pas mériter à ses yeux un sou de plus que les 10 francs 50 qu'il venait de leur lancer. Ayant ainsi affirmé sa supériorité, le baron tourna le dos aux splendeurs de la nature et retourna dans la palmeraie, la tête haute, afin de reprendre sur l'autel de la tante rituelle la place exaltée qui lui revenait de droit. C'était incontestablement un merveilleux compère, et Con le suivit du regard avec amitié, lui souhaitant du fond du cœur belles dents, poche pleine et immortalité.